3000 morts en une nuit, entre 15 000 et 25 000 au total. Plus de 500 000 blessés, pas à cause d'une guerre, pas d'un attentat, mais d'un gaz. Fuite silencieuse, toxique, impitoyable. Il est 23h30 le 2 décembre 1984 à Bhopal, en Inde. Dans l'usine de pesticides Union Carbide, une simple erreur, une valve mal scellée et soudain 40 tonnes de méthyl isocyanate s'échappent. Gaz industriel 500 fois plus toxique que le cyanure. Pas d'alarme, pas d'évacuation, juste une brume blanche et froide qui se glisse dans les ruelles. Elle pénètre dans les maisons, les poumons, les rêves. Des milliers de personnes suffoquent dans leur sommeil sans comprendre réellement ce qui se passe. Le réveil pour ceux qui survivent est un enfer chimique. Des enfants aveuglés, des femmes fuyant avec leur bébé mort dans les bras, des hôpitaux débordés sans protection et une entreprise américaine qui disparaît dans le silence, laissant un sol contaminé encore aujourd'hui. Nous sommes à Bhopal, en Inde, en 1984. Et c'est la plus grande catastrophe industrielle de l'histoire humaine. C'est un désastre qu'on a vite voulu oublier, mais qui reste toujours gravé dans l'histoire. Bienvenue sur la chaîne Science et Culture TV. Bhopal est une ville située au cœur de Madhya Pradesh, dans le centre de l'Inde. En 1984, elle comptait environ 1 million d'habitants. La ville était un carrefour industriel en plein essor, attirant les investisseurs, les étrangers, notamment dans le secteur chimique. C'est dans ce contexte que la filiale indienne de la multinationale américaine Union Carbide a implanté une usine de production de pesticides. L'usine UCIL de Bhopal était spécialisée dans la fabrication de carbaryl, un pesticide à base de méthyl isocyanate, une substance hautement toxique. La protection de production impliquant la réaction du MIC avec d'autres produits chimiques dans des réservoirs pressurisés, le stockage du MIC nécessitait des conditions strictes, notamment un système de refroidissement pour maintenir la température en dessous des 5 degrés Celsius. Cependant, ce système avait été désactivé en 1982 pour des raisons économiques et le réservoir E610 contenait 42 tonnes de MIC à température ambiante au moment de l'accident. L'usine était équipée de plusieurs dispositifs de sécurité pour prévenir les fuites de gaz toxiques. D'abord, il y avait le système de réfrigération. Mais ce système, comme on l'a dit, a été désactivé depuis 1982. Il y avait une torche de combustion. Le tuyau de raccordement avait été retiré aussi pour maintenance, rendant le système inutilisable. Il y avait les ventilations et lavage de gaz. Le système de lavage au gaz était en mode veille et manquait de soude caustique et d'alimentation électrique. Il y avait des alarmes, dont les sirènes d'alerte étaient séparées entre l'usine et la ville, et les sirènes extérieures avaient été désactivées pour éviter de s'aimer la panique générale. Ces défaillances ont contribué à l'ampleur de la catastrophe. Oui. L'usine employait principalement des ouvriers locaux, souvent sans formation adéquate aux risques chimiques. Les conditions de travail étaient précaires, oui, parce qu'il y avait un manque de formation. Les travailleurs n'étaient pas informés aux dangers du MIC, ni formés aux procédures d'urgence. Aucun équipement de protection individuelle n'était fourni, même en cas de fuite. Les canaux de communication étaient inefficaces également et les travailleurs n'étaient pas autorisés à parler au nom de l'entreprise sans autorisation préalable. Ces lacunes ont exacerbé les conséquences de l'accident. Plusieurs incidents antérieurs avaient mis en évidence des problèmes de sécurité au sein de cette entreprise. Déjà, il y avait une fuite antérieure en 1982. Une fuite de MIC avait affecté 18 travailleurs. Il y avait une défaillance technique. Des équipements essentiels, comme le système de refroidissement, comme on l'avait dit, étaient hors service depuis des mois. Il y avait une maintenance qui était négligée. Des infrastructures critiques, telles que la torche de combustion, étaient mal entretenues ou inaccessibles. Ces signaux d'alarme ont été ignorés, contribuant à l'ampleur de la catastrophe. De 22h30 à 23h00, il y avait une soirée ordinaire.
Oui. À Bhopal, la nuit est chaude et lourde. Les habitants vaguent à leurs occupations, préparant le dîner ou finissant leur journée de travail. Dans les ruelles étroites des quartiers pauvres proches de l'usine, les enfants jouent encore, insouciants. À l'intérieur de l'usine, l'Union Carbide, les équipes de nuit assurent la production et la maintenance. Les machines tournent, les ouvriers surveillent les jauges. Rien ne semble anormal. Mais sous la surface, la pression monte. De l'eau s'infiltre accidentellement dans un réservoir contenant exactement 42 tonnes de méthylisocyanate, le MIC, un gaz extrêmement toxique et inflammable. De 23h00 à 23h05, premier signe d'alerte silencieuse. L'eau réagit violemment avec le MIC, déclenchant une réaction extrêmement exothermique. La température dans le réservoir E610 augmente rapidement, atteignant des niveaux dangereux. À l'usine, certains instruments commencent à alerter, mais des systèmes automatiques sont défaillants. La torche de combustion, censée brûler les gaz toxiques, est hors service. Le système de refroidissement est désactivé. De 23h05 à 23h10, la fuite mortelle commence. Oui, car le réservoir se met à libérer un nuage de gaz blanc, invisible mais mortel. Le méthylisocyanate s'échappe dans l'air, porté par les vents en direction des quartiers environnants. Dans la rue, certains habitants remarquent une odeur piquante et irritante, mais ne comprennent pas le danger. Les animaux domestiques commencent à paniquer. De 23h10 à 23h20, la panique s'installe. Dans les maisons, les habitants commencent à tousser, à ressentir les brûlures aux yeux et à la gorge. Des cris se font entendre. Des gens sortent dans la rue, cherchant de l'air frais. Un ouvrier de l'usine témoigne. Je cite, « On entendait des gens hurler dans les rues, certains s'effondraient, c'était comme si la ville entière suffoquait. Les premiers appels d'urgence sont passés, mais les services sont débordés, peu préparés à une telle catastrophe. De 23h20 à 23h30, les secours dépassés. Oui, les pompiers arrivent sur place, mais sans équipement adapté au gaz toxique. Ils travaillent à évacuer les blessés, tandis que le nuage continue à s'étendre. Dans certains quartiers, la fumée blanche est si dense que la visibilité est presque nulle. Les familles fuient précipitamment, laissant tout derrière elles. De 23h30 à minuit, l'ampleur du désastre se révèle, car le nuage toxique continue de s'étendre sur plusieurs kilomètres, affectant plus de 500 000 personnes. Les écoles sont évacuées, les hôpitaux saturés accueillent des victimes, les symptômes se multiplient. Brûlures chimiques, difficultés respiratoires, cécité temporaire, etc., etc. Des témoignages poignants ont été recensés. Par exemple, ma soeur est morte dans mes bras, c'est pour m'en brûler. Je n'ai jamais pu oublier cette nuit. On croyait à un cauchemar, mais c'était la réalité. De 24h à 1h du matin, une ville qui est en état de choc, car les autorités initialement silencieuses commencent à reconnaître l'ampleur de la catastrophe. Mais la communication est confuse. Pas de sirène d'alarme pour prévenir la population. Beaucoup de personnes ne savent pas encore ce qui est en train de se passer et restent exposés au poison. Le personnel médical fait face alors à un afflux massif de victimes avec peu de moyens pour les soigner. Un ouvrier de l'usine s'exprime, je cite, « J'ai vu la fumée sortir du réservoir. On ne savait pas quoi faire, on était seuls. » Un riverain s'exprime également. C'était comme un voile qui nous étouffait. Je me suis effondré sur le sol, incapable de respirer. Un pompier également disait, on ne connaissait pas ce gaz. On a fait ce qu'on pouvait, mais on n'avait pas de masque. Un enfant, j'avais peur. J'entendais les gens crier, mais je ne comprenais pas. À l'instant du drame, il n'y a pas eu d'explosion spectaculaire. Il n'y a pas eu de bruit violent. C'était un assassinat silencieux. Un nuage toxique glissant comme un fantôme dans la ville. La technologie industrielle avait failli. Les mesures de sécurité avaient été négligées. Et dans la nuit de Bhopal, la vie de centaines de milliers de personnes basculait à jamais. Dès les premières minutes, la confusion règne. Personne ne comprend ce qui se passe exactement. Les habitants de Bhopal, frappés par cette fumée blanche qui envahit tout, tentent d'identifier le danger. Beaucoup pensent à un tremblement de terre ou à un incendie, mais il n'y a ni secousses ni flammes. Dans les ruelles, certains racontent avoir vu des paillettes noires tomber du ciel, des cendres ou des particules inconnues. Cette image reflète l'angoisse et le mystère de la situation. Les premiers décès surviennent alors, très vite, souvent
chez ceux qui sont restés exposés dans leur maison ou à proximité immédiate de l'usine. Les symptômes sont violents et soudains, et ces symptômes ont été identifiés comme des brûlures aux yeux, des nausées, des difficultés à respirer, des vomissements, des convulsions. Beaucoup s'effondrent dans la rue, incapables de bouger. Des familles entières sont touchées. Des enfants incapables de fuir ou de comprendre sont parmi les premières victimes. Les hôpitaux de Bhopal sont rapidement submergés, vous l'imaginez. Le personnel médical, souvent lui-même exposé, manque d'équipement et de traitement adaptés. Il y a aussi des témoignages poignants. On croyait à un tremblement de terre, tellement les gens hurlaient et couraient partout. Mais c'était le poison invisible qui tuait, un riverain disait. Encore un autre. J'ai vu des gens tomber comme des mouches. Certains avaient les yeux brûlés, d'autres ne pouvaient plus respirer. C'était l'enfer sur terre. Un pompier s'exclamait. Il nageait des paillettes noires, comme un présage terrible, une habitante. Les autorités locales et centrales ne sont pas préparées à une telle catastrophe. Les informations ne circulent pas clairement. Les sirènes d'alerte ont été désactivées. Aucune annonce publique n'est faite immédiatement. Les communications entre usines et les services d'urgence sont chaotiques. La police est débordée, incapable de gérer la panique croissante. Cette absence de réaction coordonnée aggrave la situation, laissant la population vulnérable sans aucune protection ni information. La toxicité du méthyl-isocyanate est invisible, inodore à certains degrés, ce qui rend la menace difficile à percevoir. Les habitants sentent leur propre corps trahir leur instinct par des brûlures, des suffocations, des douleurs atroces. Cette souffrance muette crée un sentiment d'impuissance et d'angoisse collective. Les familles essaient de fuir dans la nuit noire avec des visions floues et la peur constante d'être empoisonnées. Les conséquences sont immédiates. Oui, environ 3000 morts sont recensés dans les premières 72 heures. Plus de 200 000 personnes sont exposées à des doses variables de gaz toxiques. Et les brûlures qui en suivent sont extrêmement graves. Des problèmes respiratoires, atteintes oculaires, brûlures chimiques, etc., etc. Mais le pire reste à venir, avec des séquelles durables pour des générations. Imaginez des cris étouffés, des gémissements, des pas précipités, des appels au secours. Un silence pesant se mêle au bruit de la panique, tandis que dans l'air flotte ce nuage blanc, sournois et mortel. Dans les heures qui suivent la fuite de gaz, la prise de conscience commence à s'installer lentement et douloureusement. Les autorités locales ordonnent enfin l'évacuation des quartiers les plus proches de l'usine. Mais c'est déjà trop tard pour beaucoup. Oui, des centaines de milliers d'habitants quittent leur maison dans la précipitation, emportant parfois leurs proches blessés, d'autres fuyant dans la confusion totale sans savoir où aller. Les routes s'encombrent, le chaos règne et beaucoup restent exposés à la toxicité du gaz durant leur fuite. Les hôpitaux saturés et personnel blessé. Oui, les hôpitaux de Bhopal, déjà peu équipés, sont rapidement saturés. Les victimes arrivent en masse, souffrant de symptômes graves, difficultés respiratoires, brûlures chimiques, perte de conscience, etc., etc. Le personnel médical est désemparé, manquant de masques, d'antidotes et même de lits. Plusieurs soignants tombent malades à leur tour, aggravant ainsi la crise. Les médias locaux et nationaux diffusent au début des informations très limitées, minimisant la gravité de la situation. Le gouvernement central tente de calmer la population, parlant d'un incident mineur, sans détailler la nature du gaz ni les risques. Dans les rues, les rumeurs se propagent. Le poison invisible, la mort silencieuse et la contamination se font ressentir. Les réseaux informels s'activent. Les familles s'organisent pour s'entraider, parfois au péril de leur vie. La multinationale Union Carbide et les autorités indiennes communiquent tardivement et avec prudence. Les premiers rapports évoquent une fuite de gaz sans gravité majeure, sans reconnaître pleinement les conséquences humaines. Les responsables évitent les aveux, protègent leurs intérêts et déplorent la panique exagérée. Cette attitude alimente la colère, la méfiance et le sentiment d'abandon parmi les victimes. D'ailleurs, il y a des témoignages d'angoisse, de résistance et de solidarité, comme ceci. Nous étions seuls face à une catastrophe que personne ne pouvait voir.
Même dans la peur, il y avait cette volonté de suivre, de ne pas abandonner. Un témoin disait, dès les jours suivants, des plaintes commencent à émerger et des enquêtes sont ouvertes. Mais les lenteurs administratives et les intérêts économiques retardent la reconnaissance officielle de la catastrophe. Le combat pour la vérité et la réparation commence alors. Un combat qui durera des décennies. La catastrophe de Bhopal a laissé derrière elle un sillage de douleur, de pertes et de traumatisme. Des centaines de milliers de personnes ont été exposées à un gaz mortel. Beaucoup ont perdu la vie sur le coup ou dans les jours suivants. D'autres ont souffert de séquelles irréversibles. Les victimes sont souvent des familles entières, des enfants, des personnes âgées. Certaines ont perdu plusieurs membres. D'autres ont vu leur santé détruite sans espoir de guérison. Le témoignage révèle des émotions brutes et profondes. Colère face à l'abandon des responsables, deuil douloureux et parfois interminable, culpabilité chez ceux qui ont survécu, parfois en sentant qu'ils auraient pu faire plus, traumatisme qui s'est transmis aux générations suivantes avec les problèmes de santé chronique et les malformations congénitales. Au milieu de cette catastrophe, des figures émergent, celles des liquidateurs, des soignants, des journalistes et des habitants ordinaires qui, malgré la peur, ont agi pour sauver des vies. Oui, liquidateurs. Un terme plus souvent utilisé à Tchernobyl, mais applicable ici. Ceux qui ont pris des risques énormes pour tenter de limiter les dégâts, c'est eux, les liquidateurs. Les ouvriers de l'usine, des secouristes, parfois sans équipement de protection adéquat, sont intervenus dans des zones les plus dangereuses. Ils ont travaillé sans relâche pour stopper la fuite, désamorcer les réservoirs, décontaminer les lieux. Beaucoup sont tombés malades. Certains même sont morts dans les semaines qui ont suivi. Les soignants et infirmiers, quant à eux, dans les hôpitaux débordés, le personnel médical a fait face à un afflux massif de patients dans des conditions dramatiques. Avec peu de moyens, ils ont prodigué les premiers soins, parfois improvisés, souvent à risque pour eux-mêmes. Leur dévouement a sauvé de nombreuses vies, malgré la fatigue, la peur et la douleur. Malgré la censure et la pression politique, certains journalistes ont bravé les interdits pour raconter la vérité. Ils ont recueilli des témoignages, filmé la catastrophe, alerté le monde. Leur travail a permis de ne pas laisser cette tragédie tomber dans l'oubli. Non. Kalyan Banerjee, ingénieur chimiste à l'usine, qui a tenté de réparer la fuite malgré les risques et a succombé quelques semaines plus tard. Il y a aussi Cheryl Moore, une infirmière locale qui a raconté l'horreur des hôpitaux saturés et l'impuissance face aux poisons invisibles. Surenda Gadlin, avocate des victimes qui a passé sa vie à combattre pour la justice et la reconnaissance. Le traumatisme qui est vécu aussi est parfois indicible. Comme quelqu'un le disait, j'ai perdu mon mari, mes enfants. Je ne sais pas comment continuer. La douleur est parfois partout dans mon corps, dans mon esprit. Une survivante disait. Une autre, on a essayé de se battre, de ne pas laisser la peur gagner. Mais chaque jour est une lutte. Un liquidateur. Un autre disait aussi, ce que nous avons vécu ne peut pas être effacé, mais il faut continuer à témoigner pour que cela ne se reproduise plus jamais. Un journaliste disait. La mémoire des victimes et des héros de Bhopal est inscrite dans le cœur et dans la lutte pour la justice. Leur combat continue encore aujourd'hui pour la reconnaissance, la réparation et la prévention. Dans les jours qui suivent la catastrophe, une enquête est lancée par les autorités indiennes, accompagnée de rapports internationaux. Les premières analyses confirment que l'accident est dû à une fuite massive de méthylisocyanate, le MIT, un gaz hautement toxique. Mais très vite, les responsabilités deviennent un sujet sensible, oui. En effet, l'Union Carbide, la multinationale américaine, propriétaire de l'usine, rejette la faute sur des erreurs humaines, notamment la négligence des ouvriers. Le gouvernement indien, sous pression, cherche également à minimiser son propre rôle. Bien sûr,
Le procès contre Union Cambridge débute plusieurs années plus tard, après de longs retards. En 1989, un accord extrajudiciaire est signé. Union Carbide verse 470 millions de dollars en compensation, un montant largement jugé insuffisant par les victimes. Les poursuites pénales contre les cadres de l'entreprise et les responsables locaux piétinent. En 2010, Warren Anderson, ancien PDG d'Union Carbide, est arrêté en Inde mais reste aux États-Unis, évitant ainsi d'être jugé. Au fil des années, des documents internes d'Union Carbide et des rapports d'experts sont déclassifiés. Ils montrent une réalité troublante. Des avertissements répétés concernant les risques liés à la maintenance déficiente de l'usine, des réductions budgétaires ayant entraîné la désactivation des systèmes de sécurité essentiels, une culture du secret et du déni au sein de l'entreprise, etc., etc. Ces révélations alimentent la thèse d'un aveuglement industriel volontaire, privilégiant le profit à la sécurité. Négation, déni et théorie du bouc émissaire. Oui, parce que Union Carbide et certains responsables politiques ont longtemps refusé de reconnaître pleinement leurs responsabilités dans cette histoire. L'entreprise a souvent imputé la catastrophe à une erreur d'un ouvrier, la présentant comme un accident isolé. Le gouvernement indien, quant à lui, a parfois utilisé le désaccord pour minimiser ses propres manquements en matière de contrôle et de régulation. Cette stratégie a retardé la justice et la réparation, accentuant la douleur des victimes. Ce qui aurait pu être évité, bien entendu. Beaucoup d'experts s'accordent à dire que cette tragédie était évitable. Un entretien régulier et rigoureux des équipements aurait pu empêcher la fuite. Le maintien actif des systèmes de sécurité, notamment la réfrigération et la torche de combustion, aurait limité les émissions toxiques. La formation des ouvriers et la mise en place d'alertes publiques auraient pu sauver des milliers de vies. Une transparence totale et rapide aurait permis une évacuation plus efficace. Mais rien de tout ça n'a été fait. Un héritage environnemental lourd. 40 ans après la catastrophe, Bhopal porte encore les cicatrices visibles et invisibles de la fuite toxique. Le site de l'usine, largement abandonné, est aujourd'hui une zone contaminée où les résidus chimiques persistent dans le sol et l'eau. Les nappes phréatiques sont polluées, mettant en danger la santé des habitants qui utilisent ces ressources. Plusieurs études ont montré que les sols contiennent encore des traces du méthylisocyanate, du cyanure et d'autres produits toxiques. Les conséquences sur la santé des survivants sont dramatiques et multigénérationnelles. Oui, car des dizaines de milliers de personnes souffrent encore de maladies chroniques, des maladies comme des problèmes respiratoires sévères et irréversibles, des troubles oculaires, y compris la cécité partielle, des malformations congénitales chez les enfants nés après la catastrophe, des problèmes neurologiques, immunitaires et psychologiques. Ces séquelles ont réduit l'espérance de vie et la qualité de vie de nombreuses familles. Parmi les survivants, beaucoup sont considérés comme des oubliés par le système. Les liquidateurs, ces ouvriers, sécuristes et habitants qui ont aidé à contenir la catastrophe ont souvent été exposés sans protection adéquate. Beaucoup vivent encore aujourd'hui dans la pauvreté, sans accès à des soins médicaux adaptés. Leur souffrance, bien que documentée, reste peu connue. La mémoire de la catastrophe est vive à Bhopal. Des mémoriaux ont été érigés. Des cérémonies annuelles rassemblent les familles des victimes, mais le site industriel contaminé demeure un rappel muet de l'oubli et de l'impunité. Pour beaucoup,
La justice n'a jamais vraiment été rendue, bien sûr. Il y a eu une justice incomplète. Parce que malgré les compensations financières accordées dans les années 1980, les victimes dénoncent encore l'insuffisance des montants versés, le retard dans la reconnaissance officielle des maladies liées au gaz, le manque de suivi médical à long terme, la responsabilité limitée des dirigeants d'Union Carbide et de ses successeurs. Les luttes pour la justice et la réparation continuent aujourd'hui, portées par des ONG, des associations de victimes et des militants. Bhopal est devenu un symbole mondial des dangers liés à l'industrie chimique non régulée. La catastrophe a inspiré des réformes législatives en Inde et à l'international, visant à renforcer la sécurité industrielle et la gestion des risques. Mais elle reste aussi un investissement sur les risques de défaillance dans les pays en développement où les normes sont parfois moins strictes. Nous récoltons aujourd'hui un témoignage d'un survivant qui disait « Chaque jour, je ressens le poison de mon corps. Nous avons été abandonnés, oubliés, mais je parle pour ceux qui ne peuvent plus parler. Il faut que le monde se souvienne. » Il y a des dates qui effacent des manuels d'histoire, mais pas des mémoires. Bhopal, 3 décembre 1984, n'est pas seulement un accident industriel, c'est une blessure ouverte dans le corps et l'âme d'un peuple. Presque 40 ans plus tard, on pourrait croire que le temps a effacé l'odeur âcre du gaz, les cris dans la nuit ou les yeux brûlants des enfants qui ne comprenaient pas ce qui se passait. Mais pour ceux qui étaient là, chaque tour, chaque cicatrice, chaque absence à la table familiale est un rappel. Bhopal n'est pas qu'un drame du passé, c'est un miroir. Il nous montre ce qui arrive quand la course au profit écrase la prudence, quand la responsabilité s'évapore derrière les frontières, quand la mémoire collective s'éteint sous le poids du silence. On pourra en faire un symbole de la négligence humaine, mais ce serait incomplet. Oui, car Bhopal c'est aussi un symbole de résilience. Des mères qui continuent d'élever leurs enfants nés avec des handicaps. Des associations locales qui se battent encore chaque jour pour l'accès à l'eau potable et aux soins. Des jeunes qui transforment la colère en action, refusant que cette nuit-là devienne juste une note de bas de page. Il y a dans cette tragédie une question que chacun devrait se poser. Combien de Bhopal faudra-t-il encore avant qu'on décide que la vie humaine a plus de valeur qu'un chiffre dans un bilan comptable? Et si l'histoire de cette nuit noire devait laisser une seule leçon, ce serait peut-être celle-ci. On peut reconstruire les murs, mais pas les vies. La plus grande des toxines, ce n'est pas le gaz, c'est l'oubli. Merci de nous avoir suivis. On se verra la prochaine fois pour un épisode de catastrophe industrielle. Portez-vous bien. N'arrêtez jamais d'apprendre. C'est ce qui vous fait grandir. Au revoir.